Les derniers mois de la vie du pape Jean XXIII. Après la première session du concile, afin de montrer au monde qu'il avait recouvré la santé, Jean XXIII se rendit à l'hôpital du Bambino Gesù, sur le Janicule. Il s'y entretint avec les malades et s'adressa aux religieuses et aux infirmières et à tout le personnel en leur disant « Comme vous voyez, je suis en parfaite santé, encore que je ne sois pas en forme pour prendre part à une course à pied ou à une autre épreuve sportive. Grâce à Dieu, j'ai la parfaite maîtrise de tous mes sens et de tout mon corps, ce qui me permet d'admirer ici cet imposant spectacle de charité et d'innocence. » Fin de citation. Le 6 janvier 1963, en la fête de l'Épiphanie, Jean XXIII écrivit une longue lettre à tous les pères conciliaires. Il avait sans cesse devant les yeux, disait-il, l'image de leur rassemblement dans la basilique de Saint-Pierre. Et rien ne lui tenait plus à cœur que de s'occuper, je cite, en pensée et en action, du sujet grave et sacré du concile. Fin de citation. Il leur rappelait que la période comprise entre le 6 janvier et le 8 septembre 1963, date de la reprise des travaux conciliaires, je cite, devait être considérée comme une véritable continuation du travail que le concile devait accomplir. Fin de citation. C'était également pour eux un devoir sacré, je cite, non seulement que d'être présents aux prochaines séances dans la basilique vaticane, mais aussi que de se tenir très étroitement unis en esprit pendant ces 8 mois avec tous leurs frères dans l'épiscopat. Ils devaient se faire un point d'honneur de répondre sans tarder aux lettres que leur adresserait la commission présidée par le cardinal secrétaire d'État, quelle qu'en fût la teneur. Et chacun d'entre eux devait étudier soigneusement tout ce qui leur était communiqué et tenir à jour sa correspondance. Grâce à cette diligence, les travaux du concile progresseraient sans aucun doute avec sagesse, et cette grande tâche, vers laquelle tous ont les yeux tournés, pourrait être conclue avec plus de rapidité. Fin de citation. Le pape insistait pour que les évêques, je cite, considèrent comme la prunelle de leurs yeux tout ce qui touchait au concile. Ils devaient agir en toutes choses rapidement et de manière convenable. Dans leur examen des documents du concile, ils devaient avoir recours au service de prêtres, je cite, remarquables par leur science et leur vertu. La commission de coordination se réunit au Vatican, sous la présidence du secrétaire d'État, du 21 au 27 janvier. Et le 28, le pape reçut en audience tous les membres, auxquels s'étaient joints d'autres officiers du concile. Il leur dit combien il tenait à tâter le pouls du concile à chaque stade de son évolution. Il était satisfait de ce qui avait été fait jusque-là et des décisions prises par la commission de coordination. Cela permettait d'espérer, je cite, que le concile, qui avait déjà pris un si bon départ, serait très rapidement en mesure d'atteindre tous ses buts. Fin de citation. Il souligna l'importance, pour l'ordre du jour du concile, d'une unité organique et dit que les préparatifs devaient aller bon train. L'activité des commissions et sous-commissions fut intense au cours des premiers mois de 63. Toutes les commissions avaient été divisées en sous-commissions. Et les membres des sous-commissions mettaient au point, par correspondance, des textes qui étaient ensuite soumis aux sessions plénières des commissions chaque fois qu'elles se réunissaient à Rome. 7 commissions et le secrétariat du cardinal Béat tinrent séance à Rome entre le 20 février et le 1er avril. La commission de coordination, qui supervisait et coordonnait l'activité de ces commissions, se réunit plusieurs fois au Vatican à partir du 25 mars. Le 28 mars, elle examina les 2 premiers chapitres du schéma sur l'Église, ainsi que la version révisée du schéma sur l'œcuménisme. Cette dernière avait été préparée par une commission mixte ad hoc, composée de membres de la commission de théologie.
de la Commission des Églises orientales et du secrétariat pour l'Union des chrétiens. Les présidents, vice-présidents et secrétaires de ces 3 organes avaient été invités à assister à la séance. Le souverain pontife décida d'y être présent, et il fit son entrée à 18h, accompagné du cardinal Cicognani et de monseigneur Felici. La commission lui avait fait quotidiennement rapport sur l'état d'avancement de ses travaux, et il dit sa grande satisfaction de ce qui avait été accompli. Il annonça ensuite que ce jour même, 28 mars, il avait créé une commission pontificale pour la révision du Code de droit canonique. Dès le 25 janvier 1959, lorsqu'il avait pour la première fois annoncé son intention de convoquer un concile œcuménique, il avait précisé que le Code de droit canonique serait révisé. Il présida la réunion pendant un moment, exhorta de nouveau tous les présidents à continuer leur travail dans l'enthousiasme, redit son espoir que le concile porterait une grande abondance de fruits, puis, après avoir donné la bénédiction apostolique, il se retira. L'événement majeur suivant du pontificat de Jean XXIII, qui approchait de sa fin, fut la signature de sa 8e encyclique, Pacem in Terris, le 9 avril 1963. Le dimanche de Pâques, 14 avril, une très inquiétante photographie en gros plan du pape parut en première page de l'Observatore Romano. Prise à Saint-Pierre pendant la fonction de l'après-midi du Vendredi Saint, elle le montrait se penchant pour baiser le crucifix au cours de la vénération de la croix. L'expression du visage révélait une terrible agonie. Mais la seule réponse donnée par le Vatican aux demandes de nouvelles fut que le pape avait été très fatigué pendant la cérémonie. Je devais apprendre plus tard que ses familiers avaient craint qu'il ne pût participer jusqu'à la fin aux éprouvants offices de la Semaine Sainte, mais que le Samedi Saint, sa condition s'était améliorée. Quelques jours plus tard, le 22 avril, Jean XXIII approuva les textes de 12 schémas et donna ordre qu'ils fussent envoyés aux pères conciliaires. Ils étaient le résultat de nombreuses réunions tenues par la commission de coordination et les commissions conciliaires. Le pape n'avait cessé d'insister pour que l'on se hâte. Il n'avait donné de repos à personne. Il savait que sa vie s'achevait et n'en travaillait que plus fiévreusement à ce que le concile allât de l'avant. Le 25 avril, M. Casimiri, directeur du bureau de presse du Vatican, avec qui j'avais rendez-vous, me dit de façon officieuse et avec une grande tristesse que le pape était gravement malade. Des préparatifs étaient déjà en cours en vue de l'annonce à la presse de sa dernière maladie et de sa mort, et du prochain conclave. Dès que sa condition serait connue, me dit M. Casimiri, les journalistes accourraient à Rome pour donner des nouvelles de la mort du pape et de l'élection de son successeur. Comme il ne parlait pas anglais couramment et que la majorité des journalistes seraient anglophones, M. Casimiri me demanda si je pouvais l'aider en cas de besoin. Et plus tard dans la journée, j'appris d'une autre source que le pape avait une hémorragie tous les 2 jours et que sa santé se détériorait rapidement. Le 30 avril, le cardinal Cicognani écrivit à tous les pères conciliaires qu'il faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour leur faire adresser au plus tôt les 12 premiers schémas. Il ajoutait qu'il espérait qu'à la fin de juin, le secrétaire général serait en mesure de leur envoyer un autre groupe de schémas. « J'ai l'honneur de vous informer, disait-il, que le Très Saint-Père tient extrêmement à ce que ces schémas fassent l'objet d'une étude approfondie. Et si donc vous estimez que certains points doivent être reconsidérés, vous êtes invités à faire parvenir vos observations, avis et amendements, écrits de façon claire dans la forme appropriée au secrétariat général du Concile avant la fin du mois de juillet. Les commissions conciliaires auront ainsi le temps nécessaire pour en prendre attentivement connaissance et préparer leurs rapports qui seront joints au schéma lorsqu'ils seront soumis
dans leur forme amendée, à la congrégation générale. » Fin de citation. Le mois de mai avançait, et Jean XXIII ne pouvait comprendre pourquoi les 12 textes qu'il avait approuvés le 22 avril n'étaient pas encore prêts à être postés. Moins de la moitié d'entre eux étaient prêts. Monseigneur Felici se rendit alors obligé d'écrire à tous les pères conciliaires le 8 mai, soit une semaine exactement après la lettre du cardinal Cicognani, pour les informer que les 6 premiers schémas leur seraient expédiés d'ici quelques jours, entre guillemets. Le lendemain, le 9 mai, le cardinal Cicognani adressait à tous les pères conciliaires une nouvelle lettre, qui contenait cette seule phrase. Je cite, « Sa sainteté le pape Jean XXIII tient à informer les pères du deuxième concile du Vatican qu'il a lui-même examiné attentivement les schémas qui leur sont expédiés et qu'il se propose de les examiner de nouveau après qu'ils auront été discutés par eux avant de leur donner son approbation définitive. » Fin de citation. Jean XXIII ne laissait personne en repos. Son idée fixe était de voir le deuxième concile du Vatican achever son œuvre. Il voulait être certain que tous les documents seraient entre les mains des pères conciliaires et qu'ainsi le concile se poursuivrait quoi qu'il pût arriver. Il se força à assister aux cérémonies au cours desquelles lui fut remis le prix Balzan le 11 mai. Le lendemain, il se rendit officiellement au Quirinal, ce qu'aucun pape n'avait fait depuis la suppression des États pontificaux. 2 jours plus tard, à New York, le cardinal Swinens remit à U Thant, secrétaire général des Nations Unies, un exemplaire de Pacem in Terris, signé de la main du souverain pontife. Le 18 mai, je rencontrai de nouveau M. Casimiri, qui me dit que l'état de santé du pape était très alarmant. Le 20 mai, Jean XXIII écrivit une longue lettre à tous les évêques du monde, leur annonçant qu'il ferait ses exercices spirituels dans la retraite et la solitude, pendant la neuvaine de la Pentecôte, du 25 mai au 2 juin, dimanche de Pentecôte. Il leur faisait cette annonce, je cite, « afin qu'ils puissent se joindre à lui par la prière et la retraite. » Il avait choisi cette période parce qu'il avait coutume d'agir promptement lorsqu'il se sentait bien inspiré. Le 21 mai, Monseigneur Felici posta enfin les 6 premiers schémas. Le lendemain, 22 mai, Jean XXIII devait donner l'une de ses audiences habituelles du mercredi dans Saint-Pierre à 10h. À 9h55, on annonça qu'il ne descendrait pas dans la basilique, mais qu'il donnerait sa bénédiction de sa fenêtre à 10h30. J'appris qu'il avait une nouvelle hémorragie et avait reçu toute la nuit des transfusions de sang. Le matin du dimanche suivant, le pape dit à ceux qui se trouvaient autour de son lit que, bien qu'il eût commencé sa retraite, il voulait aller à sa fenêtre à midi, comme il en avait l'habitude, pour bénir la foule réunie sur la place Saint-Pierre. Ses médecins le lui interdirent, en faisant valoir qu'il devait éviter tout effort physique. Le lendemain, des prêtres romains affirmaient que le cardinal Testa, qui avait accès à la chambre du souverain pontife, avait dit qu'il avait craché le sang. Et selon des sources bien informées, il recevait des transfusions de sang toutes les 4 heures. Le 28 mai, comme le cardinal Cicognani lui disait que le monde entier priait pour lui, il sourit et, après un bref silence, il dit « Puisque le monde entier prie pour le pape malade, il n'est que naturel de donner à cette prière une intention spéciale. Si Dieu désire le sacrifice de la vie du pape, puisse ce sacrifice obtenir des faveurs abondantes pour le concile œcuménique, pour la Sainte Église et pour l'humanité qui a soif de paix. » Fin de citation. Le jeudi 30 mai, Jean XXIII dit à son médecin « On dit que j'ai une tumeur, mais cela ne signifie rien, tant que la volonté de Dieu est faite. J'espère mener le concile à bonne fin et voir la paix dans le monde. » Fin de citation. Vers minuit ce même jour, la crise finale se déclencha. Informé le lendemain de son état, le pape demanda à recevoir immédiatement les derniers sacrements. Son confesseur vint à son chevet, puis lui apporta le saint viatique. Jean XXIII reçut les onctions saintes et demanda à son confesseur de rester auprès de son lit
avec le Saint-Sacrement pendant qu'il dirait quelques mots. Il parla d'une voix claire et forte, offrant une fois encore sa vie pour l'heureux achèvement du Concile du Vatican et pour la paix entre les hommes. Il dit également qu'il voulait que les pères conciliaires du monde entier sussent que le grand œuvre qui avait été commencé serait certainement achevé. Après s'être adressé à ceux qui étaient autour de lui, il se tourna vers son neveu, Monseigneur Giovanni Battista Roncalli, et l'appela près de lui. « Tu vois, tu arrives ici et tu me trouves au lit. Les docteurs disent que j'ai une maladie d'estomac. Mais espérons que tout ira pour le mieux et que je serai bientôt capable de me consacrer au concile et à l'Église. » Fin de citation. Le vendredi après-midi, une longue veillée commença sur la place Saint-Pierre. Jour et nuit, le vendredi, le samedi, le dimanche de Pentecôte et le lundi, les foules attendirent et prièrent. Puis, le soir du lundi 3 juin à 19h49, le pape Jean XXIII rendit le dernier soupir. « Le concile, avait-il dit. Dieu sait avec quelle simplicité j'ai ouvert la petitesse de mon âme à la grandeur de son inspiration. Me permettra-t-il de l'achever? S'il doit en être ainsi, qu'il soit béni. S'il ne permet pas que je l'achève, alors j'enverrai l'heureuse conclusion du ciel où j'espère, où je suis certain, que la divine miséricorde m'attirera. » Fin de citation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un secrétariat pour les religions non chrétiennes.